Je veux souligner aussi à quel point l'agriculture représente un enjeu géostratégique au cœur du débat. En effet, l'agriculture est un secteur économique majeur et fait donc partie de la géoéconomie. Mais elle est, via l'alimentation, la satisfaction du besoin premier de tout humain, l'alimentation en quantité et en qualité. L'agriculture et l'alimentation représentent une question de géopolitique internationale et comme le rappelait récemment le président de la Commission européenne, M. Juncker, un pays, un continent qui ne peut pas s'auto-alimenter d'un point de vue géostratégique est un pays, voire un continent, en voie de perdition, je cite, parce que dépendant de la volonté des autres. L'agriculture française en tant que force économique et sociale, avec des politiques publiques portées dans un cadre européen, peut donc contribuer à des stratégies géopolitiques. Stabiliser le bassin méditerranéen, si proche de nous, mais prompt à s'enflammer lorsqu'il y a des problèmes d'accès à l'alimentation, et nous l'avons vu à plusieurs reprises, bassin méditerranéen très convoité aujourd'hui par des continents plus lointains, mais qui attend beaucoup de l'agriculture française et européenne pour son alimentation et pour les échanges. Accompagner le développement agricole en Afrique par un partage du savoir-faire technique, institutionnel et logistique, AFDI en parlerait mieux que moi et le promeut beaucoup. Et enfin, se positionner comme acteur de l'innovation technologique et de l'agriculture multiperformante, capable de répondre aux enjeux à la fois de sécurité sanitaire et alimentaire et des enjeux de l'accord de Paris, réédité à Berlin cette année. Néanmoins, la géopolitique s'invite parfois sans prévenir. L'embargo russe est encore lourd de conséquences pour l'agriculture européenne et française. La géopolitique s'entend alors comme une arme de négociation et non comme une ambition de développement. L'agriculture doit aussi être un stratège géoéconomique. Et pour cela, être prospective sur les marchés émergents, et notamment celui des classes moyennes émergentes en Asie. Asie qui concentrera 50% de la population mondiale en 2050. Chine qui, avec 7% de la surface du globe, concentre aujourd'hui 22% de la population. C'est dire si l'enjeu alimentaire pour les Chinois est une vraie préoccupation, d'où leur velléité de trouver des terrains propices et prospères, y compris dans l'Hexagone. Le président Obama s'était tourné vers le Pacifique. M. Macron réalise son premier voyage officiel en Asie en choisissant la Chine. Ce n'est plus le péril jaune évoqué par certains, et ce ne doit pas rester que des marchés pour l'industrie aéronautique ou de pointe. Les filières agricoles ont toute leur place et un avenir de débouchés prometteur. Nous sommes satisfaits que le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation soit dans les valises du président de la République et que des acteurs importants des filières laitières, bovines, avicoles accompagnent le président de la République dans ce voyage. À l'échelle internationale, nous constatons le blocage des négociations de l'OMC. Vous saurez sur ce sujet nous partager votre analyse, Monsieur Lamy, mais je crois nécessaire d'inventer des systèmes de régulation au niveau international et la seule enceinte efficace nous semble être l'OMC. Dans son discours de clôture du G120, Xavier Belin a indiqué « Oui, les agriculteurs du monde peuvent relever le défi d'un doublement de la production à l'horizon 2050. Tout cela ne pourra se faire dans une économie internationale dont les règles de fonctionnement ne reconnaîtraient pas les spécificités des productions agricoles. Règles pour encadrer les effets de la financiarisation des marchés, pour améliorer la transparence des marchés et la connaissance des stocks. Sans vouloir hiérarchiser les échecs de l'OMC au vu du contexte, le dernier échec de Buenos Aires, il y a un mois en décembre, est sans doute l'un des plus profonds que l'OMC ait connu. En effet, les États-Unis n'ont pas souhaité répéter les formules, il est vrai, assez creuses sur le rôle du système multilatéral, sa contribution à la croissance économique mondiale et à la cause du développement. Oui, les États-Unis pensent que l'OMC doit abandonner le programme de développement de Doha, se réformer pour retrouver une efficacité, se mettre à jour pour refléter la réalité des évolutions diversifiées des pays en développement et prendre en compte la spécificité des économies chinoises ou indiennes. A l'inverse, les pays en développement revendiquent la conservation de cadre actuel et la réalisation effective des engagements du cycle de Doha, dit cycle de développement qui a suscité beaucoup d'espérance. Mais avec l'échec des négociations, les États-Unis remettent aussi en cause
le seul volet de l'OMC qui fonctionne bien, l'organe de règlement des différends, un arbitre qui définit le droit sans recours à la force. Or, à partir de septembre 2018, en l'absence d'accord des États-Unis pour nommer des juges, cet arbitre ne pourrait plus fonctionner. Ne pourrait plus fonctionner, vous allez nous éclairer. Là aussi, un nouveau désordre pourrait s'installer. La régulation doit aussi être pensée au niveau de grands ensembles régionaux, nous concernant le niveau européen. Nous militons pour mieux d'Europe. L'Union européenne est mise au défi par Pascal Lamy dans par son ouvrage, de civiliser la mondialisation en relevant des défis nombreux, aussi bien sur le plan intérieur, par exemple sur la convergence des économies, notamment en termes fiscaux ou de protection sociale, défis aussi sur le plan extérieur, comme par exemple la politique étrangère commune ou la défense. Si je partage nombre de ces points, il ne faut pas négliger le ciment historique de l'Union européenne dont fait partie la politique agricole commune et la nécessité dans ce monde instable de garantir la sécurité alimentaire. Et pour faire tout cela, il est indispensable de doter l'Union européenne d'un budget à la hauteur des ambitions. Un fort effort de pédagogie pour redonner du sens à la mondialisation des échanges s'impose lorsqu'on lit 2 chiffres. 52% des Français pensent que notre économie devrait être autosuffisante sans avoir à importer de produits du reste du monde. C'est regarder très peu loin l'horizon. 68% pensent que la mondialisation est fortement inégalitaire et profite essentiellement aux plus riches, un avis largement partagé, quel que soit le niveau d'éducation ou le lieu d'habitation, je cite The Economist. Nous sommes donc là ce soir pour contribuer à cet effort de pédagogie et de formation, meilleur rempart au nationalisme, au populisme, aux exits et au corporatisme en tout genre.